Et avec moi pour le grand entretien, Christophe Robert, bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tout d'abord parler de cette crise économique, sociale que l'on voit déjà, qui s'annonce. Alors avec notamment ces chiffres de l'INSEE, la destruction de 500 000 emplois, surtout chez les intérimaires, une récession de 11%, une crise économique inédite. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Le Maire qui dit le seul moyen d'y arriver, c'est d'accélérer dans la reprise pour que la crise soit la moins douloureuse. C'est la seule issue. En tout cas, il est clair que cette situation extrêmement tendue sur le front de l'emploi, et donc cette hausse majeure du chômage, nous inquiète beaucoup. La question de savoir si c'est la seule issue, je ne crois pas. C'est-à-dire que la question qui se pose, et c'est celle qui s'est posée d'ailleurs, il y a eu des actions dans ce sens-là de la part du gouvernement pendant la crise sanitaire, c'est de dire qu'il faut éviter que des gens, par exemple, du fait de cette situation très tendue sur le front de l'emploi, ne basculent dans la grande précarité. Donc ça ne suffit pas de dire cela. Oui. Évidemment, il faut tout faire, c'est la priorité absolue pour que l'emploi reparte. C'est fondamental. Mais on sait très bien que dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas retrouver un emploi immédiatement. Beaucoup n'en avaient déjà pas avant la crise. Et là, la question des filets de sécurité, des protections sociales, des mains tendues reste évidemment essentielle. Vous l'avez dit, le gouvernement, en tout cas, fait valoir qu'il a eu une politique très protectrice à l'égard des Français sur la période du confinement. Encore aujourd'hui, le ministre de l'économie se dit, lui, ouvert à la distribution de chèques aux plus modestes. C'est ce qu'il a dit ce matin dans ce contexte. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pour vous suffisant, ces matelas, ces aides ponctuelles qui ont été données pour faire face à la crise? Alors, il y a deux registres, il y a deux temporalités. Oui, il faut absolument donner de quoi rester la tête hors de l'eau à un paquet de personnes qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc il y a eu des aides qui ont été apportées, des aides exceptionnelles pendant la crise sanitaire, 150 €, plus 100 € par enfant pour un certain nombre de ménages. Mais elles étaient versé en une seule fois, si vous voulez. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la situation dure, cette difficulté sociale dure. Donc il faut absolument apporter des aides de façon plus durable. Et puis il y a des trous dans la raquette. Même les aides qui ont été apportées pendant la période de confinement ne couvraient pas tout le monde. Les jeunes de 18 à 25 ans sans ressources, parce qu'ils n'ont pas le RSA, ne sont pas concernés par ces aides. Les personnes seules qui sont au minimum vieillesse, par exemple. Donc il y a toute une batterie de situations particulières qui ne sont pas couvertes par ces difficultés, par ces aides, et qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Même chose, le ministre du Logement, ce matin, a annoncé une aide d'Action Logement. Donc pas une aide de l'État, mais d'Action Logement pour les locataires en difficulté. 150 € pour les chômeurs et les salariés en difficulté versés pendant 2 mois. Voilà, donc sans doute, ça va couvrir une partie des difficultés, mais pas toutes. Donc c'est un bon point, c'est positif, mais il faut aller beaucoup plus loin. On avait évalué, nous, à peu près à 200 millions d'euros les besoins de fonds d'aide pour payer les loyers et les charges à ceux qui rencontrent des difficultés aujourd'hui et qui, demain, risquent l'expulsion. Mais là, on est en train de parler de mesures d'urgence qui sont absolument indispensables. Parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Mais cette crise, elle a rendu encore plus visible une autre réalité. C'est que beaucoup, même avec les ressources issues du travail, n'arrivent pas à s'en sortir, que les minima sociaux sont pas suffisamment, les montants des minima sociaux ne sont pas suffisamment élevés pour pallier à la moindre difficulté, à la moindre entorse dans le budget de la famille au quotidien. Donc il y a une réflexion beaucoup plus profonde sur la protection sociale, sur les dispositifs d'aide pour pouvoir aider ceux qui ont rencontré à un moment dans leur vie des difficultés. On va se projeter sur l'avenir, sur le monde d'après. Mais encore, je voudrais vous entendre sur un certain nombre de mesures que l'on pressent de la part du gouvernement, parce que, vous l'avez dit, il y a ces aides ponctuelles, peut-être qui sont déjà là, qui sont peut-être insuffisantes. Et dans le même temps, on apprend aussi que le gouvernement va certainement serrer la vis sur le chômage partiel. Ça pourrait s'accompagner pour le salarié d'une baisse de son salaire à 60% de son aide contre 84% aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, c'est acceptable? Est-ce que c'est pas normal aussi le fait que le quoi qu'il en coûte, bien sûr, d'Emmanuel Macron des débuts, trouve une fin? C'est compliqué, votre question, parce que le quoi qu'il en coûte, il a trouvé une réalité pendant cette période de confinement. Oui. C'est-à-dire qu'on a mis à l'abri des personnes sans domicile de façon importante. Et la question de dire, ok, mais finalement, nous avons pris conscience d'une urgence absolue à des personnes à qui on disait restez chez vous, mais on n'a pas de domicile, on est personne sans domicile. Donc comment on pouvait faire? Donc on s'est dit collectivement il faut une réponse. Et le quoi qu'il en coûte
a pu jouer son rôle dans cette histoire. C'est-à-dire que les ministres avaient beaucoup plus de latitude. Et donc, on a pu travailler ensemble avec les pouvoirs publics, les associations, etc. Donc, c'est quelque chose de positif. Mais je vous pose la question sur les problématiques des personnes sans domicile. Est-ce qu'on a simplement besoin d'un toit sur la tête, l'hiver, ou parce qu'il y a une crise sanitaire majeure? Ben non. Et donc, c'est là où on voit que toutes les difficultés sociales, toutes les fragilités sociales qui ont été rendues encore plus visibles pendant cette crise, elles nous interpellent l'ensemble de la société. Oui. Et c'est là où il faut se mettre autour de la table pour dire les petits salaires, tous ces métiers indispensables à la vie quotidienne, toutes les fragilités, les personnes sans domicile, les personnes en situation de pauvreté, les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont même pas droit aux 500 € du RSA. Donc il faut que cette période de crise majeure, auquel des réponses ont pu être apportées en urgence, donne lieu à une transformation profonde de notre société à partir de ces réalités sociales, à partir de ces difficultés et de ces limites de notre système de protection sociale. Oui, vous le dites, il faut faire le bilan de cette période du confinement qui, cela n'est pas une surprise, cela a été dit, répété plusieurs fois, a été synonyme d'exacerbation des inégalités. C'est l'une des conclusions du rapport annuel du Défenseur des droits qui a été remis cette semaine. Écoutez à ce propos Jacques Toubon. La crise sanitaire, elle a montré comment beaucoup de choses que nous avons dites, que le Défenseur des droits a dit depuis des années, eh bien finalement, elles étaient un peu invisibles et elles sont devenues spectaculairement visibles. Les inégalités sociales, les inégalités territoriales, les inégalités en matière d'éducation entre différentes familles et différents enfants. Jacques Toubon parle de toute une palette d'inégalités. Une des inégalités évidentes et qui est au cœur de l'action de la Fondation Abbé Pierre, c'est bien sûr la question du logement. Le confinement a mis en lumière cette grande inégalité. Avez-vous le sentiment que l'exécutif a pris aujourd'hui la mesure du problème et aujourd'hui est résolu à lutter contre la question du mal-logement, du non-logement, de tous ces problèmes liés au logement? Non. Non. Je crois que il y a eu une prise de conscience de la société dans son ensemble. Mais il me semble que l'exécutif, les responsables politiques ont déjà conscience du fait qu'il y ait près de 200 000 personnes sans domicile fixe en France, qu'il y a à peu près 4 millions de mal logés. On l'a vu par exemple au moment de la catastrophe d'Aubagne. Bien sûr. C'est-à-dire pour les personnes... L'effondrement des immeubles d'Aubagne. 8 morts. Mais on a vu aussi dans la foulée qu'il y avait 100 000 logements qui posaient problème. Pas forcément qui menaçaient d'effondrement, mais dans lesquels les personnes se réfugiaient faute d'autres solutions et faute de ressources suffisantes pour se loger dans d'autres logements. Donc, on le sait, ça. On le sait. Et c'est là où la question ça a été exacerbé pour le grand public, mais les pouvoirs publics, ils connaissaient cette situation. C'est ça que vous nous dites. Oui, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Et d'ailleurs, le Défenseur des droits le dit. Il dit ça a rendu encore plus visibles les inégalités territoriales, les inégalités aussi, on peut ajouter dans ce rapport, d'accès aux services publics. Donc, prenons l'exemple sur les inégalités territoriales. Il y a des gens qui ont eu faim pendant cette période de confinement, parce que les distributions alimentaires ont dû réduire leur voilure pendant un temps. Nous, par exemple, on a diffusé et distribué des tickets services pour que les gens puissent s'alimenter, pour qu'avec ces tickets, ils aillent acheter eux-mêmes du lait pour les bébés, de quoi se nourrir, des produits d'hygiène. Eh bien, on a vu que dans les quartiers populaires, des populations qui étaient sur le fil, pas forcément en grande, je ne parle pas de personnes sans domicile, en grande précarité, mais des ressources très faibles. Et du coup, une toute petite baisse d'activité ou la perte de l'emploi fait basculer dans un risque de pauvreté. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous et ça rejoint la question des inégalités et sans doute celle aussi de la redistribution dans notre pays. On va parler de la question de la redistribution. Vous disiez, cette période nous permet en fait de faire le bilan, de réfléchir plus largement à un monde d'après. Juste avant le déconfinement, la Fondation Abbé Pierre a fait partie des signataires du pacte du pouvoir de vivre, qui a été notamment initié par Nicolas Hulot, dont on a pas mal parlé. Ce moment n'a-t-il pas été aussi rempli de bonnes intentions de la part de tout le monde sur la suite, sur le monde d'après, sur ce que ça doit être? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, le soufflet il puisse très facilement se dégonfler? Et est-ce que ce n'est pas déjà le cas, je dirais, auprès de l'opinion publique surtout? De l'opinion publique, je ne suis pas sûr. Dans la mesure où toute prise de conscience de la réalité écologique, si on parle du pacte du pouvoir de vivre, de la réalité sociale, de la réalité, par exemple, de la situation des hôpitaux, laisse des traces. Alors, ça ne veut pas dire que le changement, il se fait de manière radicale du jour au lendemain, mais ça laisse des traces. Là où je suis moins tranquille, c'est sur
capacité de changer nos responsables politiques. Oui. Parce qu'on parle de structure, les choix. Moi, j'ai aussi entendu des représentants de l'exécutif aujourd'hui dire finalement, on ne va pas changer de cap, mais il faut justement qu'on accélère. Non, je suis désolé. Prenons l'exemple des personnes sans domicile ou des hôpitaux. Ce qui a été dit sur les hôpitaux, c'est que les mesures, pas seulement de ce quinquennat, de ce gouvernement, depuis longtemps, ont réduit la capacité d'intervention de l'hôpital public. Et on voit ce que ça a donné. Et donc, qu'il faut remettre des moyens. Quand on voit augmenter le nombre de personnes sans domicile fixe ou de mal logées dans notre pays, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est des structures, c'est des dispositifs, c'est des réponses qui diminuent. La voilure de ces réponses diminue. Et à un moment, forcément, il y a des gens qui le payent. C'est-à-dire il y a des difficultés sociales qui se manifestent. Et là, pour pouvoir changer, c'est-à-dire mettre au cœur la question écologique, mettre au cœur la question sociale, au cœur de notre action politique collective, les souffrances de nos concitoyens, c'est une transformation profonde des responsables politiques qui doivent associer les acteurs, comme les acteurs du pacte du pouvoir de vivre, les associations, les syndicats, les mutuelles, parce qu'on a cette visibilité, on a cette expertise de terrain, et que nous fassions ensemble les transformations que nous appelons de nos voeux pour demain. Parmi les transformations dont vous parliez, il y a la question de la redistribution des richesses, un meilleur partage de la richesse. Il y a beaucoup de propositions en ce moment. À gauche, notamment, la taxe Jean Valjean fait des émules, pas sûr qu'elle séduise le gouvernement. Écoutez cet échange entre Sébastien Jumel, député communiste, et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Ils ont échangé lundi dans notre émission Audition publique. Écoutez ce moment. Nos services publics sont abîmés, l'injustice fiscale est criante et les inégalités sociales sont au rendez-vous. Mettons en place une taxe Valjean, c'est-à-dire prenons le pognon là où il est. Ceux qui ont des yachts n'auront pas de douche en or, mais peut-être continueront à utiliser leur yacht, et finançons la relance et les services publics et d'une certaine manière la cohésion sociale nécessaire à la relance, avec une justice fiscale qui doit être au rendez-vous. Lorsqu'on lit l'histoire des Misérables jusqu'au bout, et c'est cette partie et cette facette de Jean Valjean que je préfère, il devient Monsieur Madeleine. Et Monsieur Madeleine, il monte d'abord une fabrique de verroterie. Puis il devient un industriel reconnu. Et enfin, il s'engage comme maire auprès de ses compatriotes. Et c'est comme ça qu'il fait en sorte que tous les gens autour de lui aient un emploi, et il y est particulièrement attentif. Et cette facette de Jean Valjean me semble beaucoup plus intéressante que l'idée de taxer systématiquement, en l'occurrence, le capital, c'est-à-dire ce dont on a besoin. Alors là, on retrouve finalement un débat qui est antédiluvien sur le partage des richesses, avec d'un côté, en quelque sorte, les défenseurs de ceux qui veulent mieux partager le gâteau, et puis ceux qui disent « Ah non, mais d'abord, on va attendre de faire grossir le gâteau ». Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on revienne aujourd'hui à ce débat sur la redistribution des richesses? C'est sain? Ah, complètement. Mais il faut sortir de l'idéologie, par contre. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Deux choses. Si on regarde ce qui s'est passé sur le volet fiscal pendant ce quinquennat, suppression de l'ISF, mise en place du prélèvement forfaitaire unique, on est sur des milliards d'euros chaque année. Quand on supprime la taxe d'habitation, d'abord pour 80% des ménages, c'était la promesse de campagne du candidat Macron, pas de problème, mais après, en cours de mandature, on ajoute les 20% les plus aisés. Ça coûte 10 milliards d'euros par an. D'accord? Donc c'est un choix. Moi, je ne suis pas sûr que les 20% qui payent cette taxe d'habitation aient demandé qu'on ne puisse la payer et ne puissent pas la payer. Par contre, nous avons eu des baisses sur les APL à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Que vous décrivez là. Mais oui, mais moi je ne veux pas qu'on soit dans la théorie. On a parlé de souffrance, on parle de personnes sans domicile, on parle de précarité, on parle de gens qui sont en train de basculer. Donc il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que parallèlement, on a baissé les APL qui servent aux ménages pauvres et modestes, par exemple, à hauteur de plusieurs milliards par an. Donc le débat, c'est quel service public voulons-nous? Hôpitaux, police, école, logement, réponse sociale, quels moyens avons-nous ou pas? Et est-ce que tout le monde contribue à sa juste mesure? Et de ce point de vue-là, nous, effectivement, on pense qu'il faut qu'on ait un impôt plus évolutif, éventuellement rajouter une tranche plus importante en haut des tranches les plus élevées, pour pouvoir mieux faire que la contribution soit basée à la bonne mesure de ce que chacun peut faire. Et d'ailleurs, sincèrement, il y a aujourd'hui des personnes qui sont riches ou très aisées qui disent « mais moi c'est étonnant, je trouve que je n'ai pas beaucoup de fiscalité, je n'ai pas beaucoup d'impôts ». Et alors que la TVA, tout le monde la paye, même les plus pauvres, sur le moindre achat, et elle n'est pas spécialement égalitaire, si vous voulez. Donc il me semble que sur ce sujet,
Il faut rationaliser, sortir de l'idéologie, mais oui, il va falloir mieux redistribuer. Est-ce qu'il faut aussi, pour vous, assurer un revenu pour les plus vulnérables? Est-ce qu'il faut revenir à cette idée du revenu universel pour tous, pour le coup? Alors, pas pour tous. Pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui en ont besoin. Il y a deux logiques dans ce revenu. Le pour tous, c'est pour tout le monde. Le revenu Alors, on peut universel, discuter. c'était censé être pour tout le monde. Absolument. Si on pouvait juste au moins commencer par ceux qui en ont besoin et le mettre à un bon niveau. Je disais tout à l'heure, 540 € le RSA. Nous pensons, nous, les associations de lutte contre l'exclusion, qu'il faudrait vraiment arriver au même niveau que le RMI à l'époque par rapport au salaire, on va dire, ou au SMIC. C'est à peu près 50% du SMIC. Donc ça veut dire qu'il faut significativement rehausser ce minimum, en fait, ce revenu minimum. Donc oui, il faut une réforme là-dessus. Et puis, il faut l'ouvrir aux jeunes de 18 à 25 ans. C'est vraiment une mesure urgente, immédiatement. Je rappelle que si vous êtes en rupture familiale, que vous avez 20 ans, que vous n'avez pas de boulot, que vous n'avez rien, c'est 0 € d'aide. Oui. Donc là, on est sur quelque chose de totalement incohérent, de totalement indigne. Et ça, c'est la première des mesures à mettre en œuvre, là, en sortie de confinement. Et c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude sur la jeunesse. C'est ce qu'expliquait par exemple l'économiste Laurence Boone de l'OCDE. Elle a dit, bien oui, les jeunes, ils vont être les premières victimes parce que le tourisme, l'événementiel, les sports publics, ce sont des secteurs qui vont vraiment être en berne et ce sont des secteurs qui embauchent justement pour grande proportion des jeunes et souvent des jeunes moins qualifiés. Et pour eux, ça va être très difficile de retrouver. Un sujet majeur d'inquiétude. Les jeunes, c'est un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne en France. C'est un nombre de personnes sans domicile 2 fois plus élevé que la moyenne des autres générations en France. Donc c'était dans la situation avant la crise sanitaire. Vous l'avez dit, c'est des centaines de milliers de jeunes qui aujourd'hui ont perdu leur emploi et des centaines de milliers de jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi à la rentrée de septembre. Là, il faut vraiment mettre le paquet pour ne pas faire démarrer trop difficilement, évidemment, toute cette génération. Mais ce n'est pas un sujet qui est seulement d'actualité. C'est un sujet qui dure depuis longtemps et qui impose la mise en place de dispositifs vraiment ambitieux. En quelques secondes, qu'est-ce que vous attendez du discours d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui doit s'exprimer dimanche? Beaucoup. Beaucoup. Mais que le scénario de la reconstruction, du périmètre de la reconstruction, se fasse avec nous, avec les organisations du Pacte du pouvoir de vivre, les associations, les syndicats, les mutuelles, pour qu'on ne recommence pas comme avant, que ça ne se décide pas à quelques-uns, ou avec une lecture seulement macro. Que justement on tire les enseignements de cette crise et aussi de tout ce que l'on voit depuis des années, nous, les associations, les syndicats, et donc on mobilise, j'allais dire, le patronat, tout le monde autour de la table pour dire on va faire des compromis et on va traiter la question sociale, écologique et démocratique. Une mobilisation qui englobe tout le monde. Merci beaucoup Christophe Robert d'avoir répondu à mes questions pour ce grand entretien. C'est la fin de cette émission. Lundi, vous retrouverez Rebecca Fitoussi à 18 h pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Demain matin, dans Bonjour chez vous, Oriane Mancini reçoit Alexis Corbière, débuté la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.